Aujourd'hui, épisode de dingue, je reçois un développeur qui a bossé 3 ans chez OpenAI. Il a quitté OpenAI juste avant la hype ChatGPT. Aujourd'hui, il est revenu en France et il va nous donner son avis sur le futur des développeurs. C'est parti, accrochez-vous à votre siège. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Stan, comment ça va ? Salut, très bien. Merci de me recevoir. Écoute, avec plaisir. Je suis hyper content de t'avoir sur le podcast. On va parler avec toi d'un sujet du moment, on va dire, d'IA principalement, parce que déjà, il y a un truc qui va plaire à tout le monde, c'est que tu as bossé chez OpenAI avant que OpenAI, je crois, soit connu du monde entier, en tout cas, tu vois, autant que maintenant, quoi. Donc j'ai envie d'avoir plein d'infos là-dessus, voir à quoi ça ressemblait, ce que t'as vécu, tout ça. Et en plus, tu continues là, dans les AI maintenant. Donc on parlera aussi de ce que tu fais maintenant avec Dust, que je trouve très très cool aussi, hein, pour info, sans faire de la pub parce que j'étais sur le podcast. En fait, je connaissais avant et je trouvais ça très très cool. Donc on en parlera aussi. On va parler de sujets techniques un petit peu, si tu veux bien. Tu vas rentrer un peu dans ce qu'il y a derrière tout ça. Un petit peu philosophique aussi, parce qu'il y a des questions, tu vois, je pense, la fin des devs, je trouve ça cool d'en parler un peu, d'avoir ton avis là-dessus, toi, c'est un peu la question. Surtout que ça vient de les annonces récentes, ont fait pas mal bouger les choses, je pense, en termes de penser de ça, donc c'est cool. Ouais, carrément. Donc voilà, donc plein de sujets hyper intéressants. En plus, bref, j'ai regardé ton parcours avant, t'as pas fait que d'IA, t'as fait que des trucs qui je trouve sont intéressants. T'as un background assez geek, hein. J'ai vu, t'as développé un navigateur. Enfin bref, j'ai regardé des trucs. C'est vrai, t'as bien creusé. Hyper intéressant. Donc voilà, donc énormément de sujets. Avant de nous lancer dans tout ça, est-ce que je suis curieux de savoir comment tu te présentes en 3 phrases. Comment je me présente en 3 phrases? Moi, je suis principalement ingénieur, quoi. J'ai baigné là-dedans depuis toujours et j'ai eu un intérêt plus particulier pour l'IA depuis quelques années et j'ai eu la chance de bosser chez OpenAI et maintenant je monte une boîte autour de ça avec Dust. Ouais. Ok, cool. Et juste du coup sur le début, tu vois, donc j'ai dit un peu, voilà, t'as fait des trucs très techniques. Comment tu tombes au tout début en fait? Qu'est-ce qui fait, tu vois, au tout début tes premiers souvenirs un peu de code en fait? Est-ce que t'es avec un ordi entre les mains très tôt? Comment ça se passe? Ouais, ça remonte à assez longtemps. Je crois que j'ai eu mon premier ordi à 7-8 ans. C'était un PC 286 avec M16-DOS 6.2 si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, si c'était très rébarbatif et très austère, quoi. Et si tu t'y intéressais, forcément t'étais en train de tinkerer, de bidouiller parce que fallait changer le config 6 ou je me souviens plus lequel c'était là, le truc du démarrage là, c'était pas autoexec.bat, enfin un truc comme ça. Okay. Et pour pouvoir faire tourner les jeux que t'avais envie de faire tourner, il fallait passer d'un type de mémoire à un autre type de mémoire. Bref, fallait bidouiller. Ah ouais. C'est nécessairement comprendre. Et donc ça te fait plonger là-dedans. Assez rapidement, j'ai un oncle qui m'a offert un bouquin de programmation QBasic. Et c'est vrai que t'avais ça sur même pas sur M16 6.2, t'avais une interface de programmation basique. Okay. Donc j'ai commencé mon premier souvenir de programmation, c'est autour de cet âge-là, 8, 9, 10 ans, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, à faire des petits trucs en basique assez simples. Mais tu te rappelles, parce que tu vois, moi j'ai toujours cette question je me rappelle quand j'ai voulu commencer le code, tu vois, je me suis, je pense, tourné vers le C, tu vois. Ouais. Et en fait, je me dis, mais je peux faire quoi? Je peux faire des additions, des soustractions. Je me rappelle un peu de ce truc, tu vois, et je vais pas je peux manipuler le système, quoi. Toi, Ouais. Alors moi, donc le basique, ce qui m'avait, donc je m'étais éclaté pas mal avec ça. Et après, je pense qu'il y a eu une petite pause de programmation. C'était ma première expérience de programmation. Là, ma deuxième expérience, plutôt vers, toujours très tôt, hein, vers 13, 14 ans, un truc comme ça, où j'étais passé sous Linux. Et la première excitation profonde de programmation, je pense, c'est de faire du C, c'est de pouvoir créer un exécutable. Et c'était un peu
pour moi, c'était un peu une nouvelle frontière parce que quand tu faisais du basique ou quelque chose comme ça, t'étais dans un environnement interprété, quoi. Et tu tournais toujours dans cet environnement-là. Donc, c'était pas un vrai programme que tu avais fait. Là, pouvoir faire du C et le compiler était un exécutable. C'était, je pense que ça a été une des premières excitations profondes de programmation qui m'a motivé à aller pousser plus loin à cette époque-là. Donc, ouais, pas mal de C avec un bon bouquin de C, C++, type de édition Errol qu'on a tous lu en France à une époque ou à une autre. Et puis après de la programmation web, on avait monté une boîte entre guillemets avec un pote où on faisait des sites internet pour des petits business. Ouais, ok. Avant les études, avant l'école et tout ça. Ah ouais, tu vois, au lycée encore. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ok. Non, ça me parle, tu vois, ça me parle ces trucs-là. Ouais. Mais bref, j'ai aussi cette parenthèse un petit peu, mais c'est vrai que je sais pas si toi t'as ce sentiment-là. Moi, j'ai ce moment-là où on est un peu de la même génération, tu vois, et ce moment-là où il y a les sites web. Et moi, j'ai ce moment-là à un moment, j'ai un peu fait le tour. Bah, des sites web, en fait, c'est bon, c'est fini, tu vois. Et je sais pas, toi, comment ça se passe, parce que du coup, c'est le moment après où tu pars école d'ingé, etc. Ouais. Et est-ce que tu te rends compte de cette migration du monde du web, en fait, on fait des sites, tout d'un coup, on fait des apps. Ouais. Alors ouais, lycée, mes effets marquants pour moi, c'était des stages dans la boîte d'un père d'un pote qui s'appelait Datops, qui était racheté par LexisNexis, qui est une boîte qui existe encore et qui est un peu connue, qui faisait du media monitoring. Donc j'avais fait un programme en Java qui a essayé d'aider à l'indexation de sites de news de manière structurée. Okay. Donc là, on restait dans le monde du site web statique. C'était de l'indexation. Okay. On travaillait beaucoup avec des sites de news, tu vois, qui étaient publiés, donc des CMS ou des choses comme ça. Mais quand même, l'idée d'avoir un programme qui se connecte à Internet, qui essaie d'aller chercher la donnée, c'était très cool. Après prépa, du coup, plus de programmation à part ce qui est en prépa, donc très théorique, mais plus beaucoup de temps pour ça. Et ensuite, en école, c'est l'émergence je me souviens plus de ce framework de Google pour faire des apps justement web. Ok. Ça devait être, donc c'était en 2004, 2005, okay. 2006, 2004, 2005, 2006. Mais c'est pas Angular? Non, bien avant ça. Ouais, bien avant ça. Ouais, okay. Un framework bizarre où tu programmais, c'était un peu post-compilé, mais bon, bref. Ah ouais, c'était pas du Google App. Okay. Mais je me demande si c'est pas App Engine, ça s'appelait un truc genre App Engine, ça a été renommé ou ça, mais je pense, bref, on s'en fout. Rien. Okay. Et je commence à travailler avec le même pote, on se relance dans un espèce de projet entrepreneurial, on comprenait rien, mais on avait fait un truc qui s'appelait Mon Disque en ligne. Et l'idée, c'était de remplacer la clé USB par un stockage en ligne. Et donc, c'était 2 ans avant Dropbox. Et on avait eu un peu de succès, on avait quelques milliers d'utilisateurs, ça tournait sur un serveur qui était derrière une Freebox dans l'appart de mon pote. Et donc c'était peut-être ma première expérience à ce moment-là de l'app web. Okay. Et les technologies étaient pas encore là, on était au tout début de XML, HTTP request. Ouais. Et c'était avant, tu vois, après c'était l'époque Socket.io de Guillermo Roach, qui était un peu la phase d'après quelques années plus tard. On était un peu dans cette phase un peu bizarre où il y avait les premières apps web qui apparaissaient, mais c'était encore assez rébarbatif à faire. Ouais, et puis après il y a le smartphone et tout, ouais, ok. Ouais. Et donc ça, t'es en école d'ingé quand tu fais ça? T'es après l'école d'ingé? Ouais, en école d'ingé. Ouais. T'es en école d'ingé, ok. Et du coup, donc il se passe des trucs. Donc je sais que t'es allé chez Stripe et tout, mais je veux aller vite sur la partie A. Donc on y reviendra peut-être, tu vois, s'il y a des liens. Mais finalement, comment t'arrives chez OpenAI en fait, du coup, parce que tu fais pas d'AI à ce moment-là? Non, pas du tout. Moi, donc j'ai eu la chance de faire un master à Stanford, où j'avais pris des cours d'IA, mais pas sans me spécialiser, mais j'avais pris le cours d'IA d'Andrew Ng, qui est une figure hyper connue aujourd'hui du domaine. Mais à l'époque, il n'y avait pas de deep learning, donc c'était des hard features avec des régressions linéaires pour faire de la vision ou des choses comme ça. Ou A-star, t'apprenais A-star. Aujourd'hui, t'apprends toujours A-star. A-star, c'est de la théorie des graphes. Ouais, c'est un algorithme de search dans un graphe. Ouais, tout à fait. Ok. Alors juste, si par hasard, il y en a qui ont rien compris à ce qu'il vient de se dire et qui osent pas se manifester, je vais juste prendre quelques secondes pour essayer de remettre 2-3 concepts d'IA, de machine learning, pour rendre ça peut-être un peu plus clair, un peu plus simple pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on parle de l'IA en 2025, c'est un raccourci qu'on fait pour parler de ChatGPT, de Mistral AI, etc. On parle en fait des LLM. Mais l'IA, c'est un domaine qui est bien plus vaste que ça. Stan mentionne le deep learning. Donc le deep learning, effectivement, c'est une sous-discipline de l'IA qui englobe les LLM. On y reviendra plus tard dans le podcast, donc je ne vais pas m'attarder dessus maintenant. Mais
ce qu'on peut dire, c'est que le deep learning, c'est elle-même une discipline qui est une sous-discipline du machine learning, l'apprentissage machine. Ça, c'est un petit peu la discipline reine depuis plusieurs années de l'IA. Donc quand on parle d'IA, pendant longtemps, on parlait juste de machine learning. Mais, encore une fois, c'est plus vaste que ça. Et Stan parlait de l'algorithme A-star, A étoile en français. L'algorithme A-star, c'est de l'IA, c'est pas du tout du machine learning. Concrètement, ce que c'est A-star, c'est, imaginons, vous êtes dans votre voiture, vous voulez vous rendre à la mairie, j'en sais rien, vous ouvrez votre appli de GPS et vous mettez l'adresse de la mairie dedans. Ce que fait votre appli de GPS, c'est elle a votre point de départ, elle a votre point d'arrivée, et en fait, il faut qu'elle vous propose un chemin entre ces deux points. De préférence, un chemin optimisé, un chemin rapide, un chemin court, un chemin pas cher pour éviter l'autoroute. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, donc il faut un algorithme pour calculer ce chemin le plus court, parce qu'effectivement, il y a plein de possibilités, il y a plein de routes possibles, et c'est là qu'interviennent des algorithmes comme A-star, qui permettent de trouver un chemin optimal, ou en tout cas pas trop mauvais, entre deux points. Et donc ça, c'est pas du machine learning, il y a pas l'algorithme n'a pas besoin d'être entraîné, on regarde pas plein de trajets en avance de phase pour savoir ce qu'il faut mettre dans l'algorithme, c'est vraiment un algorithme qui utilise des propriétés mathématiques pour être efficace. Et donc ça, c'est un sous-domaine de l'IA qui fait partie de l'optimisation, de la recherche opérationnelle, et qui n'est pas du tout du machine learning. Donc pour expliquer un petit peu mieux la différence avec le machine learning, je vais vous donner un exemple simple d'un algorithme, d'un modèle de machine learning. On va imaginer que vous avez une idée de ouf, vous voulez créer un modèle qui pourrait prédire le poids des gens. Incroyable. Idée révolutionnaire. Si vous la faites et que ça marche, pensez à moi. Donc vous voulez créer ce modèle, vous voulez créer une application. La première question que vous allez vous poser, c'est quelles données il me faut? Qu'est-ce que je demande à mon utilisateur pour pouvoir prédire son poids? Une idée qui va peut-être vous venir assez rapidement, c'est je vais lui demander sa taille. Parce qu'on se dit sa taille, probablement il y a une corrélation avec le poids. Évidemment, ça va pas être parfait, mais c'est une première étape. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par collecter des données. Donc vous allez demander à des gens quelle est leur taille, quel est leur poids. Vous allez commencer par un modèle très simple, donc c'est ce modèle simple que je voulais vous présenter pour vous expliquer le machine learning, c'est la régression linéaire, un mot un peu compliqué pour une idée assez simple. Vous avez votre jeu de données, vous placez ça sur un graphe, donc en abscisse, vous mettez le poids, en ordonnée, vous mettez la taille, et vous allez avoir tous vos points qui représentent vos personnes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer une droite au milieu de ces points, puisqu'il y a une tendance qui va se dégager, pour essayer de faire en sorte que tous les points soient le plus proche possible en moyenne de cette droite, grosso modo. Donc vous allez calculer les coefficients de cette droite. Et une fois que vous avez ça, eh ben c'est simple, vous avez un modèle. Vous pouvez demander à quelqu'un sa taille, et ça va vous donner un poids qui est l'endroit de la droite où ça correspond à cette taille-là. Ça va évidemment pas être parfait, donc vous allez vous dire: «OK, ça c'est ma régression linéaire, comment je complexifie ce modèle?» Donc là, vous avez déjà un premier algo, hein, là c'est du machine learning, vous avez calibré votre modèle, vous avez calibré votre droite, vous avez appris de vos données. Maintenant, vous voulez aller plus loin, donc vous allez faire un modèle plus compliqué, vous allez vous poser la question de: quelles sont les caractéristiques supplémentaires que je peux demander à ma personne pour complexifier le modèle et qu'il soit plus précis? Peut-être vous allez demander le sexe, peut-être vous allez demander le tour de taille, peut-être vous allez demander la couleur des yeux, on n'en sait rien, bon, et vous allez faire un modèle plus compliqué. Cette démarche-là, qui consiste à chercher les caractéristiques qui vont faire que mon modèle va bien prédire le poids, c'est ce qu'on appelle du feature engineering. En fait, c'est une partie du travail du data scientist qui consiste à chercher les features. Donc c'est pour ça que Stan, il parlait de hard features, c'est de ça dont il parle. Et pourquoi il disait pré-deep learning, c'est là qu'on vient de nouveau au deep learning, c'est que dans le machine learning classique, on cherche les features, on doit en tester plein, etc. Ce qui est intéressant avec le deep learning, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'en fait, en deep learning, ce que vous allez faire, c'est dire, OK, moi, je vais améliorer mon appli, je vais ajouter la fonctionnalité prendre une photo. On se prend en photo, une photo de plein pied, quoi, une photo assez large, et puis on va mettre ça dans le modèle, et le réseau de neurones, lui, va être capable, quand on l'entraîne, de comprendre quelles sont les features qui sont importantes. Donc, concrètement, c'est pas forcément aussi clair que ça, mais il va utiliser la place que vous prenez sur la photo, la taille. Il va essayer de déterminer le sexe et s'en servir peut-être. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas ce que ferait exactement un réseau de neurones là-dessus, mais c'est pour vous expliquer l'idée que pré-deep learning, il y avait ce travail de déterminer les features. Ce travail-là, entre guillemets, disparu. Ça ne veut pas dire que le deep learning, c'est simple, mais ça veut dire qu'il n'y a plus ce travail-là. Voilà, si vous êtes encore là après toutes ces explications, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Place à l'épisode. Donc des choses très pré-deep learning. À part ça, j'avais pas d'expérience nécessairement en deep learning. Et à la fin de Stripe, je me réintéresse à ça en voyant les résultats, évidemment AlphaGo et les résultats sur les Atari Games. C'était un peu le truc à la mode à ce moment-là. T'étais joueur de Go ou pas?
Non, pas du tout. Moi, je suis joueur de Go et ça m'a fait quelque chose. C'était fou, ce truc. C'était fou. Je le regardais tous les matins, là, je regardais les commentaires et tout. C'était incroyable. C'est clair. Et donc, à la fin de Stripe, je me réintéresse à l'AI avec comme volonté de me dire, bah, c'est les jeux. Tu vois, le Go, Atari, c'est hyper impressionnant, c'est trop cool, mais ça n'a pas vraiment d'impact sociétal fort. Enfin, le Go, tu pourrais faire tout un argument comme quoi c'est de la culture, etc. Mais bon, bref, tu me comprends, je veux pas être bien sûr, négliger quoi que ce soit, mais ça n'a pas d'impact sociétal direct. Et donc, je me dis, ça serait cool d'essayer de bosser sur un projet, des projets AI avec un impact fort sur la société. Et donc, j'identifie 3 projets. Un qui était l'idée de se creuser dans le domaine de la conduite autonome. C'était aussi à la mode à ce moment-là. C'était la naissance de Cruise à peu près. Enfin, c'était un peu après la naissance de Cruise. Ensuite, il y avait la sécurité informatique et les maths. Et en fait, je les prends dans l'ordre. Et donc, je tinker sur de la conduite autonome avec Mathieu Rouif, qui est le fondateur de Photoroom maintenant. Avec je le connais, Mathieu. Nicolas Stigman, qui fait partie de la clique de parisienne, pareil. Et on tinker sur des donkey cars, donc des voitures radiocommandées, dont le but c'était de faire des courses sur un circuit tracé au sol. Et donc on s'amuse pas mal là-dedans, et puis on commence à se motiver pour essayer d'explorer l'idée de faire une boîte dans ce domaine-là. Et ce qu'on identifie, c'est peut-être faire de la conduite autonome de camions, parce qu'en France, les autoroutes sont vraiment très belles et très propres. Et donc, c'est peut-être le truc le plus simple à faire. Mais Uber a tenté de faire un truc comme ça aussi, non? Ça m'a. Ouais, il y en a plein qui ont tenté. Il y a 2-3 boîtes. Il y en a qui existent encore. C'est marrant que ça n'ait pas décollé. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être le cas. Mais bref, on décide de pas y aller finalement pour 2 raisons. Un, parce que c'est un business qui est forcément hyper opérationnel par nature. Parce que hyper scientifique mais hyper opérationnel, parce qu'il faut mettre des camions, des chauffeurs, des machins, de la data. Et 2, et c'était pas dans notre ADN. Et 2, le fait de se dire le jour où t'as un méchant bug, si tu t'écrases un espace avec 3 enfants dedans. Ouais, non, mais les trucs de sécurité. Juste pas vivre ça, non. Ouais, non, okay. Donc c'était peut-être un péché de pas être assez fou, pas être assez agressif, mais voilà pourquoi on n'y va pas, je pense, ces 2 raisons-là. Après, juste là-dessus, petite parenthèse, mais Elon Musk, en fait, il travaille énormément là-dessus avec Tesla, et a priori, c'est toujours pas opérationnel, donc c'est quand même un problème qui est... Ouais, mais après, avec Waymo, par contre... Alors, Waymo, c'est intéressant. Waymo, je pense qu'ils ont... Enfin, je sais pas si t'as eu la chance de déjà prendre un Waymo. Non, j'ai pas pris de Waymo, mais j'ai un peu bossé là-dedans, parce que j'ai bossé avec Renault, qui essaie de bosser avec Waymo. Tu vois, à l'époque, nous on faisait du dispatch, donc on envoyait des ordres à des voitures autonomes. Donc j'étais pas dans l'IA dessus, mais tu vois, j'étais au contact de ce truc-là, donc je voyais quand même les difficultés entre guillemets. Tu vois, c'était pas simple en tout cas côté. Ça vaut presque le coup de prendre un billet d'avion à SF pour juste. Ah ouais, ok. Où il y a peut-être plus proche Phoenix, c'est peut-être un peu plus proche, mais c'est assez impressionnant parce que ce qui est impressionnant, c'est la technologie est hyper impressionnante. Ce qui est impressionnant, c'est que tu rentres dans la voiture, t'es excité. La voiture lance, t'es excité, il se passe 4 secondes, au bout de 4 secondes, c'est complètement naturel. Au bout de 4 secondes, tu dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est le chauffeur? C'est bon, c'est torché, c'est naturel, j'ai pas peur. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Donc il y a quand même eu des avancées incroyables. Après, c'est pourquoi c'est avec plein de contraintes, hein. Ça va pas plus de 30 km/h et je pense que ça, c'est parce que, ça arrive à freiner très vite, ça crée une bulle autour de la voiture, donc, les risques d'accident, à partir du moment où tu arrives à créer cette bulle efficacement, ils sont vachement diminués. Donc, dans ce cadre de la ville, ça marche bien. Si tu prends un camion à 80 km/h sur l'autoroute, ça peut être plus compliqué, mais tu peux imaginer qu'on y arrive aussi assez rapidement, vu comme c'est impressionnant. Oui, bon. Donc ensuite, après la conduite autonome, je creuse avec un pote qui était qui est toujours dans l'armée, qui était dans l'armée, qui aime beaucoup la sécurité informatique, sur l'application de transformers au processus de fuzzing de programmes. L'idée, c'était de faire de la discovery de vuln. Ouais, définis-moi les termes. Alors le fuzzing, c'est très simple, c'est tu prends un binaire bien propre, donc c'est un binaire, par exemple une librairie, donc l'exemple typique c'est libpdf ou libpng. Ça s'appelle pas libpdf, je sais plus comment ça s'appelle les libs classiques de PDF mais libpng c'est la lib qui parse des PNG quoi. Ouais. Donc c'est des entry points très bien définis, et tu mets un fuzzer en face, c'est-à-dire que c'est un programme qui va générer des inputs. Ouais. Et qui va les fuzzer, donc les changer. C'est quoi, aléatoirement ou Alors le state of the art, c'est des fuzzing génétiques, donc aléatoires, ouais. Okay. Et le but, c'est que tu regardes les transitions de blocs dans le binaire, donc t'as pas besoin d'avoir le code source de la lib. D'accord. Tu instrumentes le binaire. Ouais. Donc le binaire, c'est organisé par bloc, et t'as des sauts de bloc à bloc.
Ok. Donc tu peux regarder les transitions d'un bloc à l'autre. Et en fait, tu regardes ces transitions pour découvrir, quand tu as une nouvelle transition qui se fait, c'est que tu as découvert un nouveau pass. Et donc tu gardes, quand tu fais un algorithme génétique, tu gardes cette mutation. Ah d'accord. Attends, j'essaie de réexpliquer si j'ai compris, mais en gros, quand tu dis des blocs, en fait, c'est les blocs, qu'est-ce qui est exécuté, en fait, en termes de mémoire? Ouais, en gros, le code binaire en assembleur, il est organisé sous forme de blocs. Ouais, ok. Et donc, tu peux regarder les transitions d'un bloc à l'autre. C'est des transitions, c'est généralement lié à des if ou des choses comme ça, des conditionnels. D'accord, voilà. Et donc, c'est Toi, tu veux parcourir tous les blocs, en fait, grosso Toi, tu modo. veux explorer le plus le binaire. Ouais, ok. Et donc, un faiseur génétique, donc ça fait tourner un algorithme génétique à pleine balle. Ça va très, très vite. Et ça garde des mutations qui vont explorer un peu plus loin. Ok. Ah, vous vous rappelez? Je vous avais dit qu'on allait parler d'un autre algorithme qui était de l'IA, mais qui était pas du machine learning. Truc de ouf, le mec il voit dans le futur. Bon, bref. Les algos génétiques. Donc les algos génétiques, déjà le nom. Faut qu'on en parle. Encore une équipe marketing qui a fait un travail de dingue. Ils ont trouvé un super nom. Tout le monde croit que les algos génétiques, c'est un truc ultra compliqué. Spoiler, c'est pas un truc très compliqué. Ça repose sur aucun fondement théorique. C'est une grosse tambouille inspirée plus ou moins de l'évolution. Et puis, des fois, il y a des sujets où ça marche, des fois où ça marche pas. Donc je vous explique un petit peu ce que ça fait. Maintenant que je vous ai bien savonné la planche sur le sujet des algorithmes génétiques. En gros, c'est un algo qui s'inspire des mécaniques d'évolution. Donc de nouveau, c'est un algorithme qui permet de trouver des solutions à un problème en explorant un pool de solutions de manière plus ou moins efficace. L'exemple type, c'est ce qu'on appelle l'exemple du voyageur de commerce. En gros, c'est un type, il doit aller dans 12 villes et il ne sait pas dans quel ordre les faire. Et donc, on doit l'aider à trouver l'ordre le plus rapide, qui minimise le temps de trajet. Donc c'est encore une histoire de graphe. Ce que va faire un algo génétique, c'est qu'il va commencer avec des chemins un peu au hasard, et puis il va mesurer ces chemins. Donc ça, c'est sa population initiale. Donc il part de ça. Ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il dit, OK, je vais mélanger les meilleurs individus, cette population, on appelle ça des individus, pour bien pousser la métaphore, on va les croiser. Donc il y a un petit papa et une petite maman, et hop, ça fait un nouveau chemin, et c'est un chemin qui est peut-être meilleur, peut-être pas, mais en gros, on essaie de dire, on prend les bons chemins, on les met ensemble, ça donne des meilleurs chemins. Puis on fait la troisième étape, qui sont les mutations. Donc là, pareil, de nouveau, inspiré de la génétique, on fait des mutations hasard, donc on prend nos petits chemins, et puis on les change un petit peu. Donc on avait A connecté à B, maintenant on connecte A à C, puis B à A, puis on regarde, ça fait un nouveau chemin, etc. Donc on fait ça avec plein de nos individus, ça génère une nouvelle population, peut-être ça fait des meilleurs chemins, peut-être des moins bons, on n'en sait rien. Et à la fin, on applique la sélection naturelle, donc on dégage tous les chemins qui sont pas assez courts, et donc on garde que des bons chemins. Et on répète ces étapes plein de fois, en espérant qu'à un moment, ça va nous sortir des chemins suffisamment bons. Et donc évidemment, comme je vous disais, il y a des problèmes où ça marche bien, des problèmes où ça marche pas du tout, et on sait pas trop pourquoi, c'est juste la structure des problèmes qui est comme ça. Donc voilà, ça c'est les algos génétiques, rien de plus, rien de moins, c'est juste ça. Merci le marketing. Et ça maintient une population. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, par exemple, ça arrive à retrouver la syntaxe d'un PNG quand tu fuses l'IPNG avec aucune connaissance du PNG, ça va retrouver la syntaxe du PNG parce que par hasard, je sais plus ce que c'est la syntaxe PNG, ça doit être point d'exclamation PNG au début. La lib, elle le sait pas, mais elle se rend compte au bout d'un moment par hasard que quand tu mets point d'exclamation, c'est passé dans une branche de plus, et donc P c'est passé dans une branche de plus, et à la fin ça. D'accord. En fait, elle se rend compte qu'elle n'est pas bloquée au premier bloc par l'erreur, quoi. En fait. Exactement. Okay, et donc ça arrive à retrouver des inputs et ça génère même des petits PNG valides pour pouvoir explorer, et éventuellement des PNG invalides qui font cracher la lib. Et quand tu fais cracher la lib, c'est qu'il y a probablement un truc à exploiter. Donc l'idée c'était de faire ça, mais au lieu d'avoir un algorithme génétique, d'avoir un transformer qui essaye de faire par reinforcement learning, d'aller chercher. Du coup, un transformer, qu'est-ce que c'est un transformer? Ouais, un transformer c'est le modèle de deep learning qu'on utilise aujourd'hui, qui est la base de toute la révolution des LLM, et qui est un modèle principalement de séquence, quoi. Donc c'est un modèle qui arrive à générer des strings avec une context window limitée, et qui est donc différent de ce qu'on utilisait avant, qui était un RNN qui générait les tokens les uns après les autres, mais qui du coup devait faire passer l'état de la string à travers cette génération là. Alors attends, c'est intéressant, juste si on peut s'arrêter là-dessus, parce que du coup c'est une question que je voulais te poser. C'est en fait, moi j'ai en tête, je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai en tête, tu vois, réseau de neurones. Pendant un moment, on a les réseaux de neurones, c'est les réseaux de neurones, donc c'est ce que tu dis RNN, c'est un réseau de neurones, et c'est ce qu'il y avait pour AlphaGo. En fait, AlphaGo, c'était un très gros réseau. AlphaGo, c'était un CNN, donc un Convolutional Neural Network. Donc c'était un réseau de vision, en fait, qui regardait la planche. Ok, c'est différent, un CNN
d'un RNN. Enfin, Ouais. c'est deux réseaux de neurones, mais deux types différents, c'est ça? Ouais, tout complètement différent. Un RNN, c'est un réseau de séquences, enfin de séquentiel. Ok. Donc en gros, Donc, c'est t'as ton réseau au milieu, on s'en fout de comment il est fait, c'est pas très important. Ouais. En gros, t'as un token ou des lettres, on va dire quelque chose qui arrive de la séquence. Ouais. Et il compute deux choses, c'est la prédiction suivante Ouais. et un vecteur et un state hidden, donc un vecteur Ok. qui est passé à celui d'après. Et après, t'as le nouveau token qui passe. Il va prédire le suivant et il va faire passer du hidden. Et donc, tu vois, le state hidden, donc c'est le seul endroit où l'information du premier token et de tous les premiers tokens peuvent être propagés le long de la séquence. C'est à travers ce hidden state qui passe et qui n'est qu'une activation, donc un gros vecteur, quoi. Et donc, ça pose des problèmes, c'est que quand tu fais passer sur des longues séquences, il oublie, quoi. Ça se dégrade, ouais, ok. Et l'intérêt du transformer, c'est qu'en gros, ça prend toute la séquence en bloc et ça fait passer vers le haut comme ça. Et quand tu veux générer un nouveau token, alors je pense que ma vidéo est peut-être à l'envers, mais j'essaie d'être sûr qu'on voit le doigt. Quand tu veux générer un nouveau token, ça regarde avec un processus d'attention. Donc, j'invite les lecteurs à regarder, les auditeurs à regarder ce que c'est l'attention. Avec un processus d'attention, la génération du prochain token regarde tous les tokens suivants. Ok. Mais donc, du coup, c'est un processus qui est quadratique parce que quand tu rajoutes un nouveau token, faut regarder n plus un token. Quand tu rajoutes un autre token, n plus un token. Et donc, fondamentalement, c'est juste que on a une limite en termes de taille qu'on peut faire, c'est la context window, et c'est pour ça qu'elle est limitée, mais elle peut être très grande. À l'époque, c'était quelques milliers de tokens. Aujourd'hui, il y a des modèles avec des technologies un peu plus particulières, mais qui restent grosso modo la même, qui vont jusqu'à 1 million de tokens de context window. Mais fondamentalement, tu vois, l'innovation de ce truc-là, est-ce que l'innovation derrière que tu décris là, elle est inimaginable, ou c'est juste que pendant un moment on savait pas comment la compute, tu vois, et que tout d'un coup il y a c'est des innovations de compute qui ont permis de la faire en fait réellement, c'est ça ou? C'est plusieurs choses. Si on retrace, alors les historiens, c'est de l'histoire récente, hein, mais les historiens le savent mieux que moi. Mais si ce que j'en sais, en tout cas, mon modèle mental de la chose, ça vient par itération, tu vois. Avant, on utilisait des RNN, ensuite on s'est rendu compte, mais on est en train de perdre le state, donc on va mettre un processus d'attention au-dessus parce que tu pouvais les stacker les RNN quand même. Donc tu avais des RNN et tu avais un processus d'attention par-dessus, puis des RNN, et puis finalement il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de se dire, mais en fait si tu mets que de l'attention, ça marche bien. Ok. Et il s'avère qu'en plus, il y avait un incentive à le faire, c'est que le RNN, comme il y a une espèce de séquentialité, c'est plus dur à paralléliser comme processus sur des strings. Okay. Parce qu'en fait, tu dois repasser par tous les tokens et tu peux pas dire d'un coup, je fais une vague qui avance sur toute la string, on va dire, de manière très schématique. Okay. Donc, du coup, c'était très aussi, le fait de faire que de l'attention était aussi une bonne manière d'utiliser beaucoup plus efficacement les GPU pour les problèmes de séquence. D'accord. Et donc, c'est plein d'incentives diverses et variées qui font que c'est un modèle qui marche bien avec la techno hardware qu'on a à ce moment-là, etc. Et c'est comme ça que le transformer émerge. Donc, c'était pas, non, c'est loin d'être évident. Il y avait plein de papiers à l'époque, il y avait plein de trucs différents, et c'est finalement le transformer qui émerge. Et ensuite, une fois que l'écosystème se standardise dessus, si ça se trouve, il y a une technologie à côté qui est meilleure. Pour quand les technologies se standardisent dessus, il y a beaucoup de choses beaucoup de forces qui poussent à optimiser cette approche-là. Pour l'instant, ouais, ok. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ce passage, il était assez dense. Alors, je vais prendre quelques minutes juste pour essayer de réexpliquer un petit peu ce qui s'est dit et parler des différents types de réseaux de neurones qui existent. Donc, on commence par les CNN, les réseaux de neurones convolutionnels. Donc, convolutionnel, je sais pas trop ce que ça veut dire en vrai, mais c'est pas grave. C'est ces réseaux de neurones qui permettent de traiter des images. Donc, on va pas reprendre notre appli de tout à l'heure, parce qu'en fait, finalement, j'y crois pas trop à cette histoire d'appli qui pèse les gens là. On va plutôt imaginer une appli encore plus révolutionnaire qui permet de reconnaître si une image est un hot dog ou pas. Le réseau de neurones convolutionnels, il a deux éléments principaux, l'élément convolutionnel et l'élément qui permet de classifier. L'élément convolutionnel, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est celui qui permet d'extraire les features de l'image. Il va transformer votre image de hot dog ou de pas hot dog en peut-être, je sais pas, il va essayer de reconnaître un bout de pain, un bout de saucisse, du ketchup, je dis n'importe quoi, mais concrètement, il va appliquer des filtres, ça va faire de nouvelles images, et il va donner ça à la deuxième couche du réseau de neurones, qui est la couche classifiante, je sais pas comment on dit en français, mais qui permet de classifier, et qui va permettre de décider, oui ou non, c'est un hot dog. Donc les CNN, c'est aussi ce qui a été utilisé pour AlphaGo. Quand on réfléchit au problème, c'est effectivement le plateau de Go, c'est comme une image. Finalement, l'idée, c'est de prédire la position suivante, donc le coup d'après, à partir de l'état actuel. Il y a quand même une petite subtilité avec le jeu de Go, qui est que l'image de la position actuelle ne suffit pas toujours
pour prédire la suite. De temps en temps, il faut connaître l'état précédent, quelques états précédents, donc les coups d'avant. Et là, ce qui est marrant, c'est que pendant un moment, AlphaGo était justement pas très bon là-dessus, puisque les CNN n'ont pas cette notion d'historique. Quand il y a une notion d'historique, il y a les RNN, les réseaux de neurones récurrents. L'idée, c'est de pouvoir traiter des séquences. À chaque fois que vous regardez un élément T, il y a aussi un petit peu d'historique T-1, T-2, etc. qui est réinjecté. Donc c'est pour ça qu'il est récurrent, c'est-à-dire qu'on réinjecte l'ancien résultat à l'analyse actuelle. Le problème des RNN, c'est qu'ils ont la mémoire d'un poisson rouge, en gros. Ils sont pas capables d'avoir une mémoire à long terme. Donc ça peut être utile sur certains problèmes où finalement il n'y a pas besoin de beaucoup d'historique, mais ça marche pas pour d'autres. Par exemple, les RNN, je ne vous l'ai pas encore dit, mais on y arrive, ils sont très utilisés dans le traitement du langage naturel. Effectivement, le langage naturel, c'est une séquence de mots. Il y a une question d'ordre, il y a une question de relation entre les mots. Si par exemple, je vous dis, si vous aimez Tronche de Tech, pensez à mettre une note 5 étoiles sur, pour prédire ce qui va être après sur, donc il va être soit Spotify, soit Apple Podcast, comme vous voulez, vous avez besoin de l'ensemble de l'historique. Sinon, de mettre une note 5 étoiles sur quelle plateforme? Vous avez besoin de mots d'avant qui sont le podcast. Et on peut avoir des paragraphes très longs, très compliqués, où le contexte, on a besoin de revenir très loin en arrière. Pendant un moment, la techno pour ça a été de complexifier des RNN. C'est ce qu'on appelait les LSTM, qui étaient capables d'oublier en fait une partie de la séquence. C'est-à-dire que au lieu d'avoir les derniers mots qui comptent le plus, donc les 2-3 mots précédents, il était capable de dire « moi je vais porter mon attention sur des mots pleins dans la séquence ». Donc il était capable de dire, pour mon exemple, ce qui est important pour déterminer la plateforme sur laquelle noter, il était capable de dire « attends, c'est un podcast, donc c'est le mot podcast qui est important ». Donc c'est un petit peu les prémices de cette notion d'attention dont Stan parle. L'attention, c'est exactement ce que je décris, c'est être capable de dire pour un mot donné quels sont les mots qui sont importants. Sont venus ensuite les transformers, qui est la techno dans les LLM. La principale caractéristique, c'est qu'ils sont capables de traiter l'ensemble de la séquence, plutôt que de faire comme le RNN qui regardait les mots les uns après les autres. Donc on lui donne tout en entrée, et il est capable d'analyser ça grâce à principalement 2 choses. La numérotation des mots, donc les mots vont être notés avec leur position, donc on va avoir ce qu'on appelle un positional encoding, ce qui permet de savoir s'ils sont proches ou pas dans la phrase les uns par rapport aux autres. Et ensuite, il y a un deuxième mécanisme qui est une amélioration du système d'attention, en tout cas une innovation par rapport au système d'attention qui existait déjà avant, qui est la self-attention, où pour chaque mot, on va avoir un vecteur qui nous permet de dire quels sont les autres mots qui sont reliés à ce mot-là. Ça permet un peu de comprendre la grammaire de la phrase, le contexte, etc. Voilà, donc pour les transformers, qui sont l'innovation qui est à la base des LLM. Donc je récapitule, CNN, le traitement d'images, réseau non récurrent, le RNN, capable de traiter des séquences, mais les mots les uns après les autres, qui a des problématiques sur se souvenir de la séquence, donc on peut pas traiter des séquences trop longues, et les transformers, qui eux, prennent des séquences en entier, les traitent en parallèle, et qui sont utilisés dans les LLM. Okay. Et du coup, donc tu disais, oui, toi, ton parcours, donc tu avais fait la voiture autonome, la sécurité. On digresse, mais c'est pas grave, c'est des non, mais c'est intéressant. Donc on creuse là-dedans, ça marche pas du tout. Pour quelle raison? C'est parce que pour faire du fuzzing, il faut aller très vite. Un transformer, c'est très lent comparé à un algorithme génétique, et donc ça marche pas du tout. Mais bon, en tout cas, c'est intéressant, c'est dynamisé. Ouais. Et ensuite, dernier projet qui était au contraire de ce que j'avais dit au début, c'est parce que c'était de s'intéresser aux maths. Au contraire de ce que j'ai dit au début, parce que l'impact sociétal, il est hyper indirect, quoi. Pour avoir un impact sociétal avec les maths, c'est le temps long, quoi. Ouais. Faut faire un modèle qui fait avancer la recherche, qui fait avancer la société. C'est vraiment très très loin. Mais néanmoins, c'est vers ça c'est dans cette direction que je creuse. Et en ce faisant, je discutais un peu avec OpenAI parce que j'avais eu la chance de travailler avec Greg Brockman chez Stripe, qui était le CTO de Stripe quand j'y étais, qui était devenu le cofondateur d'OpenAI. En parlant avec Greg Brockman, j'ai commencé à parler avec Ilya Sutskever. Et donc, j'entretenais une relation par email avec Ilya. Et au fur et à mesure où je bossais là-dessus, on s'est rendu compte que OpenAI travaillait sur les mêmes sujets. Et donc, on a commencé à explorer l'idée d'essayer de bosser ensemble. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon chemin chez OpenAI. Ok. Et parce que du coup, qu'est-ce que tu faisais en maths chez OpenAI? Ouais, alors moi, je suis pas chercheur de formation, hein, je suis ingénieur. Donc du coup, l'idée c'était j'ai rejoint une équipe de recherche. Donc officiellement en tant que research engineer. Ce qui est intéressant à l'époque chez OpenAI, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, c'est que il y avait beaucoup de flexibilité entre researcher et research engineer. On est en quelle année juste? En 2019. Ok. Donc 3 ans avant, 3 grosses années avant ChatGPT. Ouais. Ok. Et OpenAI existe quand même depuis longtemps. Oui, OpenAI s'est fondé quand déjà? 2015, je dirais, quelque chose. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est qui? C'est techniquement, c'est l'équipe de départ, c'est cofondateur officiel, il y a Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, en gros.
et quelques autres qui faisaient partie de la founding team, John Schulman, bref. Mais opérationnellement, c'était Ilya et Greg. Ok, d'accord. Sam Altman et Elon Musk n'étaient pas du tout opérationnels. Non, ils font le truc. Mais du coup, ensuite, Sam Altman rejoint de manière opérationnelle, devient CEO d'OpenAI en 2018-2019, un peu avant que je rejoigne moi. Et au début, ce même moment, pardon, excuse-moi, ce même moment où Elon Musk se fait sortir. Ouais, ok. Et au début, c'est en mode non lucratif. Non, il y a pas un truc comme ça. En fait, il y a un. C'est toujours une. Aujourd'hui, c'est une pure non-profit. Ouais. Et ça a switché un peu avant que je rejoigne, au même moment où il y a eu cette restructuration, où Sam Altman revient, Elon Musk se fait sortir, etc. C'était une for profit contrôlée par une non-profit, un peu le modèle de Mozilla. D'accord. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ok. Et donc toi, tu rentres dans cette équipe de recherche? Et moi, je rentre dans cette équipe de recherche. Je suis pas chercheur de formation. Il y a un manager que j'adore, qui s'appelle Vedant Misra, qui travaille chez Google maintenant, qui me dit au bout de. Alors, j'étais basé à Paris. Je vais à SF pendant 2-3 semaines au début pour se mettre dans le bain. Et au bout d'une semaine ou deux, il me dit non, mais c'est bien ce que tu fais, mais sois plus chercheur. Essaye pas de résoudre des petits problèmes. Sois chercheur. Je dis ok, je vais être chercheur. Et donc ce qui me pousse à commencer à travailler sur un projet que j'initie au sein d'OpenAI, qui est vraiment s'attaquer aux maths formelles. Okay. À l'époque, l'équipe de reasoning bossait sur le stat solving, bossait sur l'exploration du Universal Transformer. L'Universal Transformer, c'est un transformer un peu bizarre qui est un peu différent, qui je sais pas si ça vaut le coup de rentrer dedans, mais qui peut être intéressant pour le reasoning. Alors, maths formel, ça de problème. Je suis sûr qu'il y a la moitié de l'audience en PLS. Donc, on va refaire un petit aparté pour expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc déjà, alors les maths formelles, c'est pareil, c'est un mot un peu compliqué pour parler d'un truc que vous connaissez tous. Les maths formelles, c'est les maths des formules, en fait. C'est quand vous écrivez x plus y égale z, c'est des maths formelles. Par opposition à ce qui serait des maths informelles, qui dépendrait un peu du langage, c'est-à-dire quand on ferait une démonstration en disant donc, parce que, etc., ça c'est informel en fait, c'est du langage naturel. Et ce qui est intéressant avec les maths formelles, les maths des formules, c'est qu'on peut les systématiser, on peut faire des démonstrations qui sont un petit peu mécaniques et qui sont aussi un peu universelles, puisque tout le monde les comprend, il n'y a plus besoin de parler français ou anglais, vous parlez le langage des maths formelles, terminé. Et c'est intéressant puisque les ordinateurs, c'est le seul langage, enfin jusqu'au LLM aujourd'hui, c'est le seul langage que les ordinateurs comprennent. Donc les ordinateurs sont capables de démontrer des preuves avec des maths formelles. Ça, c'est les maths formelles. Maintenant, le SAT problème. SAT, ça veut dire quoi? Ça veut dire problème de satisfaisabilité booléenne. Pour essayer de comprendre ça, imaginez dans votre code une condition. Vous avez if A ou B. A ou B, c'est une proposition. Elle peut être vraie, elle peut être fausse, ça va dépendre des valeurs de A et de B. Le problème de satisfaisabilité, c'est trouver si cette proposition A ou B peut être vraie, en fait. Est-ce qu'il existe une configuration dans laquelle elle est vraie? Je vais vous donner un exemple qui n'est pas faisable. Vous prenez la condition A et pas A, donc A et non A, l'inverse de A. En fait, ça, c'est pas satisfaisable. Dans aucun monde, ça sera jamais vrai, puisque c'est deux propositions contraires et on veut que les deux soient satisfaites en même temps. Donc, le problème de satisfaisabilité booléenne, c'est prendre des propositions, plus ou moins compliquées, et dire oui ou non, elle peut être vraie. Ce problème-là, ça paraît assez simple, c'est pour savoir s'il existe une solution, on teste toutes les valeurs possibles de A et de B. Facile, super. Voilà, on a une solution à notre problème. Évidemment, quand les propositions deviennent extrêmement compliquées, cet algorithme, c'est une énumération complète, il n'est pas faisable. En fait, on dit qu'il est exponentiel. C'est-à-dire qu'il va avoir un temps de calcul qui va faire 3 fois l'âge de l'univers, donc vous ne pouvez rien en faire de votre algorithme. Le challenge dans ce genre de problème, c'est de trouver un algorithme qu'on dit polynomial, c'est-à-dire qui permet de répondre à la question dans un temps acceptable. Et bien le SAT problème, il faut savoir que c'est un de ces problèmes compliqués pour lequel on n'a pas d'algorithme polynomial. On n'en connaît pas. Il en existe peut-être, mais on n'a pas été capable de le trouver. On dit qu'il est NP complet. Grosso modo, NP complet, c'est un problème pour lequel on n'a pas un algorithme polynomial, on n'en connaît pas. Et donc, il y a une grosse conjecture qui est peut-être aujourd'hui le problème le plus emblématique, peut-être le plus compliqué des mathématiques, qui est de prouver que P égale NP. Donc, de dire que tous ces problèmes NP complets, comme le SAT problème, en fait, il existerait des algos polynomiaux pour les résoudre. Pour vous dire à quel point ce problème est important, si Stan, avec son IA, il avait réussi à trouver un algorithme polynomial qui réponde à cette question, il serait capable de résoudre tous les problèmes NP complets. Il aurait prouvé que P égale NP, il aurait gagné $1 million parce que ça fait partie des 7 problèmes du siècle ou du millénaire, ou je sais plus. Il aurait la médaille Fields, il aurait fait tomber toute la sécurité d'Internet parce qu'il y a toute une classe de problèmes qui serait tombée avec, il serait sur tous les plateaux télé, il serait célèbre
à la place, il est sur tronche de tech et c'est déjà pas mal. Okay. Et donc, j'ai essayé d'aider sur ces petits projets. Au bout d'une semaine ou deux, Vedant me dit, non, mais sois plus chercheur. Je dis, bah, ok, allez, vas-y, go, on va faire des maths formelles. Ça reste un projet de recherche très expérimental, hein. Tu vois, Mais du coup, le but, c'est quoi concrètement, tu vois? Le but, concrètement, c'était de se dire, bon, le suivant, c'est, donc, on a les transformers qui arrivent à être créatifs parce qu'ils arrivent à générer du texte. À l'époque, c'était l'époque de GPT-2. Donc, c'est le long paragraphe cohérent sur la vallée avec les sirènes ou je sais pas quoi. C'est déjà du transformer, ça. Ça, c'est déjà des transformers. Okay. Et donc, on se dit, les transformers arrivent à générer du texte, arrivent à être créatifs, donc c'est intéressant. Ils devraient pouvoir générer des strings de maths formelles. En face, t'as les maths, le système formel. Les maths formelles, c'est quoi? C'est un système formel dans lequel on encode les axiomes mathématiques et qui permet de vérifier les preuves que tu lui soumets de manière certaine. Okay. Donc une preuve, c'est alors pour double click à l'intérieur très rapidement, un système formel, c'est un type system hyper élaboré. Donc imagine Rust ou C++, mais en mode 10 fois plus vénère. Okay. Et une preuve est un programme et un type est un théorème. Enfin pardon, j'ai dit à l'envers. C'est un type est un théorème est un type et une preuve est un programme. D'un preuve, plus logique. Ouais. Donc en gros, tu écris ton théorème, c'est le typing de ta fonction. Et ensuite, tu essaies de trouver une preuve, c'est un programme. Et c'est un système où le type system est tellement fort que tu soumets le programme. Il y a pas besoin d'exécuter. Enfin, en gros, il l'exécute techniquement, mais bon, tu donnes le programme et il dit le programme est correct. Ok. Et t'as pas besoin de dire il y a pas de bug, il y a rien, c'est le programme est correct. Ok. C'est la certitude. Et donc ça veut dire que t'as trouvé une preuve pour le théorème. Ok. T'as trouvé un programme qui matche le type, qui matche le théorème, donc une preuve qui matche le théorème. Et donc l'intérêt de ça, c'est que comme tu as une vérification parfaite, ça permet de faire une exploration de génération de data, de retraining assez nouvelle et unique comparée aux modalités classiques du transformer qui sont le texte et qui sont donc informelles. Okay. Même quand tu fais du code generation, tu peux mettre des unit tests, mais tu n'as jamais la certitude que c'est correct. Ouais. Là, les maths formelles, ce qui est intéressant, c'est que c'est du code generation, mais avec une vérification parfaite. C'est prouvé, quoi. Ok. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que du coup, dès que tu trouves une nouvelle preuve, c'est de la data qui est formellement correcte, sur laquelle tu peux te réentraîner en étant sûr de pas diverger dans de la false, dans quelque chose de faux, quoi. Donc c'est un effort de recherche très expérimental, hein. Tu vois, moi, je prends les modèles d'OpenAI tels qu'ils sont sorti par l'équipe qui s'occupe de ça. Je suis pas sur un tableau avec des formules. C'est beaucoup de code, beaucoup d'expérimentation, etc. Et donc le but à ce moment-là, c'est donc on fait un gros travail sur un premier système formel qui s'appelle MetaMath. Ça amène au premier papier qui s'appelle GPTF. GPTF, donc c'est un papier avec Ilia principalement. Ce papier, en gros, je veux pas passer trop de temps parce que je me dis que tu veux parler, c'était comment avec l'IA, blablabla. Donc ce premier papier, il dit en gros, tiens, c'est intéressant, si on se pré-entraîne sur Internet, on a des meilleurs résultats une fois qu'on fine-tune le modèle sur des maths formelles, on a des meilleurs résultats que sans se pré-entraîner sur Internet. Ouais. Donc c'est un état assez nouveau parce qu'à l'époque, ça paraissait complètement débile et idiot de se pré-entraîner sur Internet. Parce que la data semblait de trop mauvaise qualité. La data semblait complètement irrelevant et unrelated. Et il s'avère que c'est dans la phase de compréhension. C'est vraiment cette phase où on a commencé à comprendre que le pre-training aidait énormément. Et donc, c'est le gros résultat de ce papier, c'est de dire, en fait, quand tu te pré-entraînes sur Internet, quand tu te pré-entraînes sur le code qui est sur GitHub, t'as des résultats bien meilleurs sur une tâche finale qui est assez différente. Mais ça, est-ce que c'est ça, tu vois, parce que je voulais te demander ça. Je voulais te demander, est-ce que toi, quand t'es chez OpenAI, tu vois arriver cette espèce de vague ChatGPT, tu vois cette espèce d'ouragan, et est-ce que cette idée-là est liée? En fait, est-ce que quand vous avez cette espèce d'idée-là, est-ce que c'est aussi la même? Alors ça, c'est très spécifique parce que c'est sur les maths formelles, mais en gros, les grosses avancées scientifiques d'OpenAI de cette époque-là, c'est l'idée du pré-training, à quel point ça a une puissance incroyable, et que quand tu fine-tunes un modèle qui a été longuement pré-traîné sur Internet, t'as bien meilleur. C'est ce dont on parlait toute la journée, c'était les scaling laws. C'est d'OpenAI que sortent les scaling laws. Donc les scaling laws, c'est de dire que en gros, quoi que tu fasses, ça dépend du compute que tu mets, on va dire de manière assez grossière, et que ça scale de manière prédictible. Donc si tu as suffisamment de data et suffisamment de compute, tu sais dire exactement quelle va être la performance de ton modèle sur certaines métriques et la prédire.
ce qui permet d'itérer c'est hyper intéressant parce que ça permet d'itérer sur des petits modèles. C'est contre-intuitif. On a tous le fantasme de ce qu'on appelle le grokking. Le grokking, c'est quand tu fais un truc, ça marche pas, et d'un coup, ça se met à marche. marcher. Ouais. Et en fait, avec les transformers dans une dynamique de pre-training en particulier, il n'y a pas de grokking. C'est-à-dire que ce que tu fais avec un petit modèle qui va être idiot à souhait, et ce que tu fais avec un modèle un peu moyen, qui va être un peu moins idiot, et ce que tu fais avec un modèle un peu plus gros, qui va être un peu moins idiot, et ce que tu fais avec le très gros modèle, là, c'est sur une low de scaling qui est complètement prédictible. Ouais, mais là, je vais juste que je vois si j'ai compris. Parce qu'en fait, tu me dis, d'un point de vue indicateur, d'un point de vue mathématique et tout ça, c'est vrai. Mais d'un point de vue ressenti humain, c'est ça. Le problème, c'est que l'humain, tant que tu passes par un threshold, ça sert à rien. Donc, en effet, donc ce qui est prédictif, c'est le loss. Donc c'est la mesure c'est le signal qu'on utilise pour s'entraîner. Ouais. Donc c'est la cross-entropie entre ce que le modèle génère et le texte sur lequel tu t'entraînes. La cross-entropie entre le modèle, c'est la différence de distribution de probabilité entre la distribution sur laquelle tu t'entraînes et la distribution et la réalité, quoi. Ouais. Enfin, la réalité et ce sur quoi tu peux prédire. Ouais. Et donc c'est vrai que tu peux parfaitement prédire jusqu'à où tu vas aller avec plus de compute, plus de data. Ouais. Mais tu sais pas à quel point ça va. Peut-être qu'en allant chercher un petit peu plus loin, tu vas ressentir des choses complètement différentes. Oui, c'est ça. Voilà le ressenti. Il semblerait que ce que l'histoire nous dise depuis ces quelques années où on a poussé les modèles assez loin, il y a pas même dans le ressenti, il y a pas de grokking. Ah ouais. Tu vois, entre GPT-3 et GPT-4, il y a plusieurs ordres de grandeur de scaling. Ressent la différence, et après entre GPT-4 et un potentiel GPT-5 qu'on n'a jamais vu, tu peux plus rajouter des milliards d'ordres de grandeur. Oui. Et je pense que même si tu pousses GPT-4 ou qu'il fait un peu plus petit, un peu plus gros, le ressenti reste très très oui, il y a une espèce de plateau progressif, quoi. Pas de plateau, mais c'est juste que ça reste lié à la valeur que tu prédis, quoi. Okay. Donc il y a pas vraiment de grokking, donc tu peux opérer, tu peux faire ta recherche avec des petits modèles et donc aller beaucoup plus vite. Et une fois que tu as trouvé le truc qui marche bien, le scale-up, c'est ça la puissance des scaling up. Ok. Et donc du coup, la vague, tu la vois ou pas? Donc moi, je vois GPT-3. Donc ça, c'est le gros truc de GPT-3, c'est trop cool, on a scalé le modèle. Et en fait, il y a un truc qui apparaît, c'est le meta learning. Donc GPT-3, c'est vraiment GPT-3, c'est 2020, donc c'est quand même assez longtemps. Donc GPT-3, c'est quand on scale les modèles, ils deviennent des meta-learners au sens, et donc meta-learner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent à apprendre une tâche avec juste quelques exemples. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tu l'entraînes sur tout Internet. Il a rien appris en particulier, il a juste appris à reproduire la distribution d'Internet. Ouais. Et comme il est assez gros, si tu lui donnes 3 exemples de translation, et ben il translate. Si tu lui donnes 3 exemples de coding, et ben il se met à coder. Et donc, en fait, t'as pas besoin de le réentraîner sur certaines tâches, t'as juste besoin de lui montrer quelques exemples, et avec juste quelques exemples, il arrive à comprendre l'objectif de la tâche. Et c'est de manière assez logique, hein. C'est, en gros, il a entraîné Internet, il essaie de reproduire la distribution d'Internet. Si sur Internet, t'as une page avec français, anglais, français, anglais, français, anglais, le meilleur moyen de prédire, une fois que t'as une phrase français, ce qui est le plus probable, c'est que t'as une phrase anglais, et il arrive à la faire. Il apprend, en fait, à naviguer dans son espace, en fait, ce qui est immense maintenant, correctement, quoi, grosso modo, un truc comme ça. Et ensuite, je reste jusqu'en 2022, et donc je vois GPT-4 en interne. Le bump de GPT-3 à GPT-4, il est assez fort, mais il est pas non plus si fort que ça. Il n'y a pas de nouvelles capacités fortes qui émergent. Je pense que c'est juste un meilleur modèle, sensiblement meilleur. Et mais bon, qui commence à être vraiment impressionnant parce qu'il commence à avoir à être suffisamment reliable et suffisamment intelligent pour être utile, quoi, vraiment utile. Et donc moi, c'est le moment où je décide de quitter OpenAI pour plusieurs raisons, mais principalement parce que j'avais envie de retourner à une aventure plus produit, n'étant pas nécessairement chercheur moi-même de formation, je cherchais pas nécessairement à faire une carrière dans la recherche. Et avec cette hypothèse que ça y est, GPT-4 impressionnant quand même, le potentiel est énorme, néanmoins il est complètement sous-déployé dans le monde. Ouais. Donc c'est qu'il y a probablement plein de choses à faire au niveau produit. Donc c'est là que tu te dis, je vais utiliser cette espèce de petit edge que tu as sur le monde, en fait, pour dire, OK, c'est quoi le produit que je vais faire? Et c'est là que vous faites Dust. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais oui, en gros, oui. Est-ce que tu arrives en 2022, donc c'est septembre 2022, ChatGPT sort en octobre ou novembre, je sais plus, octobre, on va dire 2022. Ouais. Ça va rapidement après, hein. Moi, je savais pas que ChatGPT allait sortir, c'est ça qui est ouf. J'avais vu GPT-4 en interne, ChatGPT se basait sur un modèle plus petit.
mais aucune idée qu'ils allaient sortir. Je savais qu'il y avait une volonté de travailler sur un produit un peu plus B2C. Moi, à l'époque, je croyais pas au B2C parce que je me disais les modèles coûtent trop cher pour faire du B2C. Bon, il s'avère que, donc là, je me trompais, hein, et il s'avère que c'est vrai que avec l'utilisation viennent des réductions de coûts, etc., et que de toute manière, il y a un potentiel tellement gros. Bref, anyway. Et donc ChatGPT sort et ça confirme un peu l'hypothèse de se dire que s'il y a vraiment, c'est le produit qui doit unlocker l'usage, hein, parce que ChatGPT, quand il pense, il y a pas beaucoup de différence au niveau modèle, c'est surtout le produit qui change. C'est trois choses, hein, il y a un peu de science à l'intérieur, c'est un meilleur alignement du modèle. Donc c'est un post-training un peu mieux fait qui le rend un peu plus facile à utiliser, donc plus apte à discuter avec toi et à suivre tes instructions. 2, c'est un produit bien fait. Le GPT est assez léché dès le début comparé à ce qui existait. Et 3, c'est la gratuité. Et je pense pour moi, c'est les 3 facteurs qui font que ChatGPT explose. Sachant que tu avais juste à côté Character.ai qui faisait quasiment, c'est fou, hein, Character.ai, potentiel manqué énorme parce qu'il faisait exactement la même chose juste à côté. Ok. Mais je pense qu'il y avait aussi la brand d'OpenAI qui a aidé à kickstarter le. Ok. Et donc, Gabriel me rejoint en janvier 2023, donc un peu quelques mois après, et on décide de se focuser sur l'application de ces modèles-là, sur la productivité de l'entreprise. Donc, c'est ça, Dust, c'est vraiment ça le départ de Dust, c'est de se focuser sur la productivité. Tu peux me raconter ce que ça fait actuellement, Dust? Ouais, bien sûr. Les grosses hypothèses du produit aujourd'hui, c'est assez simple, hein, c'est d'apporter la donnée de l'entreprise et l'infrastructure, de connecter à l'infrastructure de l'entreprise pour mettre la donnée et les actions à disposition des modèles pour qu'ils soient utiles. Parce qu'en fait, les modèles, ils ont beau être intelligents, s'ils ne voient pas, s'ils n'ont pas accès à l'entreprise, ils peuvent rien faire. Hein. Et donc, c'est être très connecté à l'infrastructure et aux produits qui sont utilisés dans l'entreprise. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse du produit, c'est d'avoir N assistants et pas un assistant. Et donc, c'est de dire qu'en fait, un assistant, ça ne va pas résoudre. Enfin, si t'as des tâches particulières, comme il y a beaucoup de data dans l'entreprise, que le retrieval n'est jamais parfait, que les modèles sont pas parfaits, sur des tâches précises, un assistant généralisé va avoir tendance à pas être le meilleur. Alors que si tu crées un assistant spécialisé, que tu donnes exactement les tools auxquels donc la data et les actions auxquelles il est censé avoir accès pour cette tâche-là, et que tu peux itérer sur les instructions, tu obtiens des résultats bien meilleurs. Ok. Mais du coup, ça, je te disais au début, hein, moi je trouve ça, enfin, tu vois, quand j'ai compris en fait, du coup, probablement beaucoup plus tardivement que toi, un petit peu l'intérêt, tu vois, de ce truc, je me suis dit, en fait, ça c'est un cas d'usage qui est ultra puissant. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens vraiment supplémenter, tu viens vraiment résoudre plein de... Moi, je vois des problèmes tu vois, on a tous ces problèmes on documente un max en se disant on va pas répéter les mêmes choses, etc. Et en fait, Dust, il vient t'aider à que ta doc, elle soit utilisée. Parce qu'un truc qui est fou, c'est que ta doc, elle est faite, mais en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire où est la doc, parce que les 3 quarts du temps, en fait, c'est hyper compliqué à structurer. Moi, j'avais ce problème, les gens, ils me disaient, oui, il faudrait qu'on mette un meilleur système de tag, il faudrait qu'on fasse un truc pour que ça soit facile à trouver. En fait, là, tu viens résoudre ce problème-là, parce que dorénavant, en fait, tu poses la question et lui, c'est aller chercher. Exactement. Et ça n'est qu'un cas d'usage, hein. Il y a toutes les fonctions, toutes les tâches de glue entre des choses. Et c'est assez large, hein. La colle dans une entreprise, ça représente beaucoup de jobs. De temps passé en fait, et puis des fois de juste de temps mais passé. Attends, tu vois, on va venir aux développeurs, mais un développeur à qui tu dis on veut faire tel produit, voilà le design et faisant du code, c'est de la glue, hein, presque. Il y a une partie non glue qui est l'architecture, le dire on va faire comme ça va être efficace comme ça, et là, mais écrire le code, c'est de la glue. Mais pour toutes ces tâches de glue, en effet, on passe un temps incroyable à les faire. Et donc cette technologie-là, quand tu arrives à créer des assistants qui permettent d'accélérer ces tâches-là, tu gagnes un temps incroyable. Donc ça te permet de vraiment la mission, c'est tu vois, une entreprise est un peu limitée dans sa vitesse par une vitesse un peu comme la vitesse de la lumière dans l'univers. C'est la vitesse de processing d'informations des humains qui sont à l'intérieur. Et cette technologie, elle permet aux humains de s'équiper pour augmenter leur capacité non seulement d'ingestion, mais aussi de production de bits au sein d'une boîte.
Et donc on pense vraiment qu'on est dans une phase où cette technologie va accélérer le rythme et la capacité à produire des entreprises, quoi. Mais tu dis la vitesse de processing, mais moi je vois aussi la vitesse de transmission en fait, parce que tu vois, c'est fou. Moi c'est ça qui me frustre le plus, tu vois. C'est mon processing à la rigueur. Tu vois. Mais le processing, j'entendais au sens de input et output, quoi. Ouais, ok, d'accord. Et transmission, c'est le même. Ouais, c'est exactement équivalent. C'est la vitesse à laquelle tu arrives à produire de l'information, la vitesse à laquelle tu arrives à l'ingurgiter. Okay. Aujourd'hui, tu vois, t'es incapable de te dire, tiens, je vais passer sur les 5000 tickets de support des 3 dernières semaines. Ouais, exactement. Pour pouvoir parler de ce produit-là, pour voir ce qui se dit sur ce produit-là. Tu vas jamais le faire. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un monde où tu peux lancer une machine, elle le fait, elle te fait un rapport qui est tout à fait correct. Moi, je rêve, tu vois, du truc de... Je reviens de vacances 2 semaines, moi tout ce qui s'est passé, s'il te plaît, j'ai pas envie de tout dépiler là, ça, c'est clairement. Bref, donc trop cool. Moi j'ai hâte de voir. En fait, vous avez quand même une roadmap qui doit être infinie, quoi, comme beaucoup, mais mais là elle est excitante, trop cool. Allons-y sur ton avis sur c'est quoi l'avenir du métier de développeur. Ouais, c'est une bonne question. Je me suis pas mal posé cette question, surtout avec les résultats d'O3 de Noël. Ouais. Et puis c'était un break, donc c'est un bon moyen de passer du temps à méditer. Alors les résultats d'O3 sont extrêmement impressionnants. Il y a des contre-résultats sur O1. Alors O1 n'est pas O3, etc. Qui sont intéressants. Il y a il y a des gens à Berkeley qui ont benchmarké sur OpenEnds, donc qui est le Devin open source. Ok, donc Devin c'est un petit peu une plateforme sur laquelle tu donnes au modèle l'accès à un terminal, l'accès à du code, l'accès à un éditeur, l'accès à tout ça. Ouais. Et le modèle est censé résoudre des tâches qui viennent d'un benchmark qui est le benchmark que tout le monde regarde aujourd'hui, qui est SWBench. Donc c'est SWBench, c'est un benchmark de code qui est très facile. Ils ont pris des pull requests avec des tests sur des repos publics. Ouais. Et de telle sorte que si tu les tests qui ont été rajoutés dans la pull request ne passent pas au début, et qu'une fois que tu fais le code, le test passe. Et donc ils enlèvent le code, ils testent au début, ils testent à la fin, et ils voient si le test qui a été rajouté dans la pull request en question passe avec le code qui a été fait par le modèle. Okay. Donc en général, c'est sur des repos assez complexes et des tâches assez complexes, donc c'est un bon benchmark. O3 annonce avoir explosé le benchmark, on verra ce que ça donne. Ouais. De manière intéressante, il y a des gens qui ont qui ont utilisé OpenEnds, donc qui est un environnement avec Claude et O1. Et O1 se foire un peu. Nous, expérimentalement en interne, O1 est assez fort sur certaines tâches et assez intéressant, pas très fort sur d'autres. Okay. Donc on verra, c'est confirmé. Mais supposons que les résultats d'O3 sont solides, et par solides j'entends qu'ils sont vrais, ouais. Ça on peut l'espérer, et que ils s'appliquent à d'autres domaines que ceux exactement sur lesquels ils ont été poussés, donc qui sont aujourd'hui Code Generation avec SWBench et ArcadeGI avec donc ça c'est un benchmark de logique assez, et des résultats principalement de maths. Ouais. Avec les AIME et aussi des résultats de coding autour ils ont publié ils ont partagé un ranking Elo sur Codeforce qui est venu d'un autre monde, hein, qui est parmi les meilleurs codeurs au monde, hein. Ouais. Donc si tout ça se confirme, en effet, ça veut dire qu'on a un modèle. Et pardon, excuse-moi, je prends juste le temps. Le résultat qui m'impressionne le plus, c'est sur AIME. Donc AIME, c'est un concours de maths américain, fin de collège, l'équivalent en France, fin de collège, début d'université. Qui est pas très compliqué. Ok. Tu vois, t'as fait une prépa en maths en France, t'arrives à résoudre un problème d'AIME, tu vas y arriver. Okay. Donc c'est pas des IMO qui sont les Olympiennes de maths internationales, ouais. où là tu prends le problème, t'as fait une prépa en France, t'as une très bonne école, tu prends le problème, tu touches pas et t'avances pas. Et AIME, si t'as fait un peu de maths, un peu post-bac, ouais. Un peu sérieux, tu vas y arriver. Okay. Ça va peut-être prendre 5 heures, mais tu vas y arriver. Ouais. Donc c'est déjà assez avancé, hein. C'est un niveau de maths quand même non négligeable. Et ben là, 96%, ça veut dire que en Pass at One, donc Pass at One, c'est en un essai par exercice. Ouais. O3 annonce 96%, donc ça veut dire virtuellement 100%. Ouais. C'est-à-dire que tu donnes un exo de maths vraiment un peu chaud à un modèle et il te le résout à tous les coups. Okay. Donc ça change pour moi la donne, ça change la reliability des modèles. C'est-à-dire que les modèles sur des tâches non triviales deviennent, si c'est confirmé, deviendraient reliable. Okay. Et donc, ça nous fait sortir de ce que j'appelais la vallée, la uncanny valley des modèles. Désolé, j'introduis des concepts, mais j'essaie d'aller vite. La uncanny valley des modèles, c'était la chose suivante, c'est que si la tâche est compliquée, et que le modèle n'est pas complètement reliable, en fait, il va y avoir une frustration de l'humain à reviewer le travail qui a été fait par une machine,
Parce que même si la tâche est compliquée, le reviewing de la tâche reste assez chronophage, beaucoup moins chronophage que de faire la tâche, mais reste assez chronophage. Ouais. Et donc, si tu as une machine qui t'a proposé un truc compliqué, que tu mets 20 minutes à revoir la pierre pour te rendre compte à la fin, en fait, c'est du... Ça n'a aucun intérêt. Ça avait l'air en surface, ça avait l'air bien. En vrai, ça n'a aucun sens. Bah, t'es très rapidement énervé. Si le niveau de reliabilité des modèles sur des tâches relativement compliquées augmente, bah là, tu rentres dans un monde où bah tu vas vouloir que le modèle fasse la PR, la reviewer, et si 9 fois sur 10 la PR est bonne, en avant, quoi. Ouais. Donc ça c'est à voir. Si ça se confirme, c'est sûr que ce qu'on peut imaginer, c'est que le rôle du software engineer change drastiquement. Ça veut pas dire que le software engineer ne va plus exister. Ça veut juste dire que le software engineer ne va plus écrire de code. Mais du coup, tu vois, il fait quoi? Il écrit des tests? Même les tests, ça va être écrit par les modèles. Pour moi, le software engineer, il est là pour architecturer, pour dire, bah, on va faire ça comme ça. Il fait un brief. Imagine, t'as un projet. Un projet, c'est un design doc avec pas mal de trucs. En général, ce design doc, c'est l'artefact que tu peux donner à d'autres développeurs de ton équipe pour dire, bah, voilà ce qu'on va faire. On va tous à peu près une vision alignée de ce qu'on va faire. On discute un peu. Et on est tous à peu près alignés, et puis on peut commencer à prendre des tâches, et chacun avance, et il y a des reviews qui se font entre nous pour vérifier qu'on est tous d'accord et qu'on approche tous la chose de la même manière. Bah là, dans ce monde, tu fais un design doc, tu auras toujours à faire le design doc. Ouais. Tu fais le design doc, c'est toi qui fais les choix architecturaux, je pense, et certains modèles vont pouvoir t'aider et t'accélérer même dans cette tâche-là, hein, mais je pense que la responsabilité de dire vraiment voilà ce qu'on veut faire, ça reste aujourd'hui, en tout cas, à l'humain. Et derrière, bah tu crées des issues sur GitHub. Donc, d'après le design doc, on doit faire ça. D'après le design doc, on doit faire ça. D'après le design doc, on doit faire ça. Je pense qu'on devrait le faire comme ça. Et après, tu lances des agents, quoi. Mais tu vois, dans ce monde-là où le truc est tellement reliable, quel intérêt d'avoir de la... Ouais, si. Bah, j'allais dire quel intérêt d'avoir de la pull request. En fait, fondamentalement, lui, pourquoi il modifierait le code plutôt que presque, en fait, de régénérer tout ce dont il a besoin à chaque fois. Tu vois, presque, il te fait un refactoring de tout, en un claquement de doigts. Ah non, parce que le grand chelem de ce domaine-là, c'est de réussir à faire avancer des codes base énormes. Ouais. Faire un proto de 0, c'est sympa, tu vois, c'est V0. Oui. C'est des trucs très cool, très, très mignons. Mais en fait, quand même à notre scale, nous, on est une équipe d'ingénieurs de 10, on s'en fout de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur une code base complexe avec ses imperfections et ses particularités, d'arriver à créer du code qui améliore la code base et qui résout la tâche. Ouais. Donc moi, je vois plutôt donc ça pose des questions, ça donne des questions intéressantes. C'est que dans ce monde-là, tu veux probablement lancer des agents. Ils vont te dire tu vois, ils pourraient même te faire un plan, te dire je pense que je vais faire comme ça. Et toi, tu dis yes, no. Une fois que tu as dit yes, il fait la pull request. Une fois qu'il a fait le request, tu review, tu dis non, là je ferai pas comme ça, là c'est looks good, là je ferai un peu différemment. Il revient et puis en avant. À partir du moment où l'interface au code de l'ingénieur devient ça, la première chose que tu veux faire, c'est paralyser ça. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles et t'en lances 5 et tu reviews les trucs qui sont passés pendant la nuit et tu fais que orchestrer tes agents. Et donc ça change, ça donne si ça c'est vrai, c'est cette hypothèse et ça reste une hypothèse, c'est vrai, ça donne deux informations hyper intéressantes. C'est que le métier de software engineer change drastiquement, mais profondément. Et deux, c'est que les interfaces aux modèles qui existent aujourd'hui sont pas les bonnes. C'est ça qui est marrant. Parce que aujourd'hui, pour utiliser les modèles pour coder, t'as Copilot, t'as Cursor évidemment. Ouais. Et donc c'est des flows qui sont et même Devin un peu moins mais presque quand même, c'est des flows qui sont sync avec l'humain. OK. Au sens où comme t'es dans ton éditeur, t'es sur une branche qui est sur ton laptop. Ouais. Tu peux pas faire plusieurs trucs à la fois. Oui, d'accord. OK. T'es obligé de suivre le modèle et le modèle travaille avec toi, tu travailles avec le modèle mais t'es sur une branche. OK. Et pour des raisons techniques évidentes, quand t'es dans un éditeur, t'as qu'un seul repo checkout, t'as qu'un seul dev server qui tourne, tu peux pas switcher de branche dans tous les sens. Et donc, c'est probablement pas la bonne, si le niveau de reliabilité des modèles augmente et que tu peux vraiment juste orchestrer des modèles, les interfaces de type AI editor, sont pas les bonnes. Je vois. Ok, c'est intéressant. Tu veux un command center où tu vois des agents faire des trucs qui te pingent quand ils ont avancé, qui te pingent quand ils ont des questions et tu les orchestres, quoi. Ok. Voilà, moi, comment je vois si O3 est vraiment ce qu'il dit et qu'en effet, on a une belle step function d'avancement qu'on n'a pas vu depuis presque 2 ans,
et auquel cas, donc moi, j'étais un premier à penser qu'on arrivait sur un plateau de cette techno. Ouais. Il aurait voulu dire que la techno restait hyper intéressante, que le potentiel est infini, et que c'était pas un problème d'être sur un plateau scientifique, c'était juste qu'on savait pas quand est-ce qu'il allait se débloquer. O3 semble être un espèce de déblocage, d'après les résultats qui communiquent, parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Moi, pour être dans le domaine, je suis bluffé par les résultats. Okay. Donc s'il y a un déblocage, c'est-à-dire que les labos se remettent en mode on se fait la course, machin, bidule, donc ça avance très vite en 2025. Oui, parce qu'ils ont annoncé un plateau il y a quelques mois en fait, hein. Non, il y avait le plateau, tu peux le voir quand tu veux. Moi, le plateau, je le vois depuis GPT-4, par exemple. Pour moi, les capacités de raisonnement des modèles est resté assez constante depuis GPT-4, donc depuis 2022. Okay. Donc ça fait quasiment 2 ans. Il y a eu beaucoup d'évolutions des modèles. Ils coûtent moins cher, context length plus long, capacité de multimodal. Donc les modèles évoluent, hein. Ouais. Mais la sacro-sainte valeur qui est de ces modèles-là, c'est leur intelligence. Elle reste stable depuis 2022. Si O3, O1, O3, moi personnellement, qui était le premier à dire, ça n'a pas bougé d'un point de vue reasoning depuis 2 ans. Okay. Si ça se confirme, comme je disais, et ça reste avec un si. Ouais. Là, on a réaccéléré, et donc ça veut dire qu'on a changé de dynamique, qu'on n'est plus du tout dans un plateau et que ça va se réaccélérer ouais. Et t'as une idée quelle est l'innovation derrière là? Alors d'après ce qu'ils disent, l'innovation derrière, c'est le truc qu'on n'arrivait pas à faire à l'époque. On n'arrivait même pas à le faire dans les maths formelles où on a une vérification parfaite. Ouais. Qu'est-ce qui se passait dans les maths formelles? Tu générais de la data, tu prenais la data, tu te réentraînais dessus. Enfin non, c'est pas exactement ça, excuse-moi, je retire ce que j'ai dit. Mais bon, bref, on avait un problème avec les maths formelles, c'était quand tu faisais des steps de réentraînement, t'avais un espèce de phénomène de collapse et t'arrivais pas à te sortir trop de ta bulle de la data d'entraînement. Quand tu réentraînais, mais parce que avec quoi? Quand tu refidais ta data que t'avais produite ou? Ouais. Ok, d'accord. Mais ce qui je suis parti là-dedans, mais c'était une mauvaise direction, mais ça reste un data point intéressant. Non, ce qui ne marchait pas, en gros, ce qui ne marchait pas, c'est que on ne savait faire du test time compute dans les modalités informelles. On savait faire du test time compute que si on avait des réponses numériques, en gros, où tu pouvais en gros voter sur les réponses. Okay. Donc c'est numérique au sens entière, donc une réponse qui était par catégorie. Donc par exemple, il y a plein de problèmes où la réponse c'est entre 0 et 1000. Ouais. Donc il y en a beaucoup, hein, mais si tu fais retourner le modèle 100 fois, t'as 33 fois il va dire 57, 23 fois il va dire 36 et après il va dire plein d'autres trucs. Et donc tu peux dire le vote de majorité, tu peux dire c'est 57 et je vais utiliser ça comme réponse. Et en général ça marchait bien, mais ça scalait pas. Donc on n'arrivait pas à scaler le test time compute. Et donc la grosse innovation de O1, O3 serait que ils arrivent à utiliser de manière productive le test time compute. Donc le test time compute, c'est de faire générer des tokens au modèle. Ouais. Et donc c'est que le modèle réfléchit, et puis voit ce qu'il a dit, puis il continue à réfléchir, etc. Et ça, ils auraient réussi à le faire en faisant de l'alignement du post-training, donc c'est-à-dire en ayant des exemples de trajectoires humaines, de réflexion et de dire mais ce step il est peut-être pas bon, donc je vais peut-être le réévaluer, mais ça me donne des nouvelles informations. Le fameux truc qui fait que ChatGPT te remet jamais en question. Enfin, quand tu lui poses une question, il te dit pas. Si tu lui poses une question un peu absurde, il te dit pas non, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà. Et ça, là, avec du test time compute, justement, c'est peut-être. J'invite les auditeurs à faire ce test-là. C'est vrai que O1, quand tu l'essayes, et donc j'invite à essayer, il est un peu plus, il est meilleur là-dessus. Par exemple, tu poses une question un peu difficile ou un peu floue. Il dit un truc et tu dis non, mais ça doit être ça. Ouais. Et en général, le modèle il va toujours dire ah oui, pardon, je me suis trompé, c'est évidemment ça. O1 le fait beaucoup moins parce que O1 le fait beaucoup moins, ce qui est intéressant. C'est un data point hyper intéressant, c'est-à-dire que quand il y a plus de réflexion qui passe derrière, il arrive à être un peu plus résilient à ça. Et donc, c'est très impressionnant de réussir à expand autant de test time compute de manière productive. La grosse hypothèse, moi, que j'ai vu plusieurs fois et qui est mon hypothèse, c'est que, pour ceux qui veulent vraiment creuser, c'est que c'est un scale-up du papier qui s'appelle Let's Verify Step by Step. Donc, il y a un papier d'OpenAI qui s'appelle Let's Verify Step by Step. Okay. Et donc, vous pouvez le regarder. C'est sur les maths, justement. Et je pense que O1, O3, sont partie de ça. Alors, c'est allé probablement beaucoup plus loin, hein, mais c'est le point de départ. Ok, trop cool. Et du coup, on arrive au bout là, on a balayé plein de trucs. On n'a pas balayé tout ce que je voulais, mais c'est pas grave, c'était trop cool.
Du coup, en 2 secondes, parce que on peut pas en parler 3000 ans, mais sur tout ce qui est la super intelligence et les GI, ce genre de trucs, les annonces aujourd'hui, là, je crois que je sais pas s'il en a fait une nouvelle, mais Sam Altman, c'était dans 3 ans, quoi. Dans 3 ans, on va y arriver. T'y crois, ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est ce qu'il a mis dans son blog post avant-hier avant-hier, je crois, qui disait maintenant on sait comment y arriver. Okay. Et non, il a dit il a dit on sait comment arriver à AGI. Okay. Il a dit maintenant on veut travailler sur super intelligence. Il y a une différence entre AGI et super intelligence. Ça dépend des définitions que tu veux, mais quand tu entends cette phrase de Sam Altman, ça veut dire quoi? Ça veut dire AGI, ça veut dire je te prends n'importe quelle humain, je te le repasse par une machine. Ouais, ok. Dans n'importe quelle humain normale, on va dire. Ouais, ok. Un programmeur, un product manager, un CEO. Un CEO, c'est peut-être dans la normalité pour certains CEO, mais bon, bref. Tu remplaces quasiment tu enlèves tout le travail de la société parce que le travail white collar de la société parce que ça peut être pris par une machine. Ça, c'est AGI, c'est-à-dire que la machine remplace l'homme dans son travail, quoi. Et super intelligence, c'est arriver à une intelligence qui est bien au-delà de ce que même le meilleur humain ou même le meilleur humain, c'est presque dans AGI, tu pourrais même mettre meilleur que le meilleur humain. Ouais. La différence entre AGI et super intelligence, c'est une intelligence qui est meilleure que les 1000 meilleurs humains. Ouais. Mis ensemble dans une salle pendant 3 ans. Donc on peut même plus percevoir le niveau d'intelligence en fait. Donc ça voudrait dire fusion c'était facile, c'était comme ça. Machin la conjecture de merde, j'ai oublié le nom. C'était facile, c'était comme ça. Et tous les trucs qu'on n'a pas, les 50 théorèmes qu'on n'a pas réussi à, 50 conjectures qu'on n'a pas prouvées, il les prouve. Enfin, il les ok. Donc oui, donc du ça, coup, pour moi, c'est évident. Alors super intelligence, je pense qu'il dans son blog post, il met là, on sait pas comment faire et donc ça reste le challenge suivant. Ça paraît fou d'en parler, mais on a toujours été fou de parler des choses et on va continuer. Ça, c'est dur de savoir. Ouais. AGI, moi, j'étais le premier à dire qu'on est loin d'être AGI. Tu vois, je m'en dit l'année dernière. Encore une fois, et là, on l'a creusé pas mal ce sujet-là. Il semblerait qu'il y ait potentiellement une forme d'unlock avec O1, O3 et tout ce qui va se passer cette année. Donc ça me change ma distribution de probabilité. Donc c'est vrai que tu vois, rien que le fait de penser au changement drastique du rôle d'un développeur, c'est quand tu penses à ça, tu penses à de l'AGI, c'est quasiment la même chose. Hein. Si tu même si on n'arrive pas à remplacer tous les humains, si tu multiplies par 10 la capacité de tous les humains. Ouais. La boîte AGI, enfin moi la coche, enfin la considère ticket quoi. Ouais, je suis d'accord. Ok, il est midi. Faut que je te libère, mais je pense que j'aurais pu te poser 3 heures de questions encore. Et mais on pourra faire un follow-up. Carrément. Écoute, ça sera avec grand plaisir. Est-ce que je te laisse un petit mot de la fin, peut-être juste pour les gens qui t'auront écouté, si t'as un truc à. Ouais, bien sûr. Alors il y en a un qui est très intéressé, qui est si ça vous a plu, on recrute. Cool. Donc celui-là c'est évident. Comme quoi AGI est pas encore là, tu vois, le recrutement ça reste un des problèmes des sociétés. Mais si tous ces sujets-là vous intéressent, bah c'est ce qu'on fait chez Dust. On travaille sur essayer d'appliquer ça dans le monde du travail et d'apporter le plus de valeur à nos clients et on en a pas mal. Non, je pense sur le mot de la fin, d'après tout ce qu'on a dit, c'est vrai que l'écosystème continue à évoluer vite. Donc, ça se trouve, la phase de changement qu'on a à peine eu le temps d'absorber en tant que société depuis 2 ans, elle va continuer à changer assez fort. Je suis désolé, j'ai des notifs qui sonnent, mais c'est pas grave. Ça fera un peu de rythme en background. Et je pense que c'est un message un peu bateau, mais c'est de se dire qu'en fait, il est toujours temps enfin, tu vois, on est encore dans un moment hyper intéressant pour innover, pour aller creuser, pour inventer le futur de ce que se dire avec ces modèles-là. Comme on l'a vu dans cette première phase de 2 ans, c'est pas OpenAI qui va capturer toute la valeur. OpenAI capture énormément de valeur, mais c'est pas OpenAI qui va capturer toute la valeur. Il y a des belles boîtes comme nous, comme Glean, comme Cursor, comme machin qui explosent et qui arrivent à créer les produits qui permettent de mettre à disposition cette valeur la plus efficacement auprès des gens. Et avec le changement rapide de cette technologie-là, des opportunités comme ça, il y en a des milliards. Donc pour tous ceux qui ont envie d'explorer un peu le côté entrepreneurial, il faut pas hésiter à creuser. Et même pour tous les autres, pour tout le monde, même si c'est pas une question de monter une boîte, je pense qu'il faut vraiment, j'invite tout le monde à essayer de creuser dans cette direction, de creuser ce que ça veut dire de travailler avec des modèles, de creuser ce que ça veut dire d'identifier dans son job les parties qu'on peut accélérer de manière très efficace grâce à cette technologie-là, parce que seront les humains qui arrivent à s'entourer de cette IA
qui vont être les plus grands performeurs de demain versus ceux qui restent un peu à dire non, mais à l'ancienne, on faisait comme ça. Yes, ok. Voilà. Bon, merci beaucoup Stan pour tout ça. Merci Mathieu, c'était trop bien. C'était trop cool. Allez, à plus tard. À plus tard. Si cet épisode vous a plu, il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai interviewé un des cofondateurs de Mistral AI, la startup française qui concurrence OpenAI. Il s'appelle Charles Gorintin, c'est aussi le CTO d'Alan et je vous conseille vivement d'aller écouter cet épisode.